Bonjour, nous allons parler aujourd'hui avec Jacques de l'anatomie fonctionnelle du mouvement. Jacques, qu'est-ce que c'est l'anatomie fonctionnelle? Alors, l'anatomie, d'abord, dans un premier temps, c'est connaître les parties d'un squelette, ça peut être l'anatomie animale, l'anatomie d'un système. C'est connaître un système et ses composants mécaniques, c'est-à-dire osseux, tendineux, ligamenteux, musculaires. Et l'anatomie fonctionnelle, c'est un principe de lecture de l'anatomie, mais mise en mouvement, c'est-à-dire pas simplement la nomenclature et l'appellation des os, des muscles et autres, la connaissance, mais un ensemble de connaissances qui peut être transmis pour comprendre et perfectionner le mouvement. D'accord. Et donc, évidemment, quand le cavalier est sur le cheval, ça va perturber un petit peu son anatomie fonctionnelle naturelle. Alors, le cheval a sa propre anatomie. Alors, évidemment, quand on comprend comment fonctionne un cheval, nous, on a une représentation verticale de l'équilibre. C'est-à-dire, on a la tête au sommet, on a les cervicales, les dorsales, les lombaires, le bassin qui relie au niveau des jambes et qui s'appuie dans le sol. Et on trouve notre équilibre à la verticale. Le cheval, lui, est un quadrupède, c'est-à-dire posé sur quatre pieds, et il aurait la même orientation que nous si on se mettait à quatre pattes, c'est-à-dire il va se porter entre ses postérieurs, qui seraient nos jambes, et ses antérieurs, en faisant pendre sa cage thoracique entre les omoplates. Et en fin de compte, l'anatomie fonctionnelle du mouvement comparé chevaux-cavalier, c'est une proposition de comprendre qu'en fin de compte, le cavalier doit s'intégrer dans le système mécanique du cheval et dans son équilibration en tenant compte de ses orientations osseuses, c'est-à-dire comment va fonctionner son corps et comment le cheval va le recevoir au niveau squelettique sur son corps. D'accord. Mais est-ce que c'est pas que les os? Puisqu'on Alors est, non, on est dans en mouvement, l'anatomie, donc. oui, alors on va parler des os qui vont représenter les leviers osseux ou les axes de support, par exemple pour les vertèbres, qui vont absorber le mouvement, ou donner du mouvement ou recevoir du mouvement. Et évidemment, les os sont reliés entre eux par des ligaments, sont reliés entre eux par des groupes musculaires avec des insertions de ligaments sur les os à des points précis pour créer des mobilités osseuses. Et ces ligaments ont une continuité en faisant un fascia, c'est-à-dire une enveloppe qui enveloppe le muscle et vient s'accrocher à un autre muscle. Et des informations nerveuses circulent d'un muscle à l'autre pour pouvoir mobiliser ces muscles pour gérer la gravité, gérer l'équilibre ou gérer le projet du mouvement. D'accord. Donc, est-ce que tu peux décrire justement juste la biomécanique du cheval, aller un petit peu plus dans le détail sur le cheval? Voilà, alors je resterai sur des grands points parce que c'est un gros morceau. Et encore une fois, c'est quelque chose que je propose aux auditeurs de se pencher et d'aller chercher de l'information sur la biomécanique du cheval. Il y en a pour certains, ce terme-là, ils ne le connaissent pas, donc ils n'ont pas accédé à l'information. Allez chercher sur le net, biomécanique du cheval, biomécanique du mouvement. Alors, je conseille un livre qui peut faire prendre conscience aux cavaliers de l'intérêt de connaître l'anatomie. Je dis souvent, les cavaliers, les gens connaissent les départements français, quoi qu'ils vont encore changer. Hein. Ils connaissent les départements français, les capitales des pays, ils connaissent plus ou moins la planète, mais ils ne connaissent pas leur géographie intérieure. Voilà. C'est-à-dire, bon, pour tous qui passaient l'examen, là, quand les examens d'équitation, à l'époque, quand on disait, connaît bien le cheval, l'apophyse zygomatique. Ah, il fallait connaître le nom de l'apophyse zygomatique. C'est le petit don du hein. Et là, d'un coup, on se disait, ah, mais je commence à connaître les chevaux, je connais même un os de lui. Alors, fémur, tibia, péroné, articulation, sacroiliaque, sternum et autres. Alors,
Au début, on est content d'avoir ces connaissances, d'avoir ces noms qui font un peu latin, mais après, quand on arrive à se les représenter, les imaginer et imaginer la forme et le squelette du cheval et toutes les contraintes qu'il y a, peut-être ça influence, quand on fait des demandes vers le cheval, ça va influencer de savoir qu'on peut demander des choses qui sont possibles ou impossibles. Alors on peut parler du squelette. Bien souvent dans l'anatomie, on parle d'abord du squelette, puis après des groupes musculaires. Donc je vous conseille un livre, c'est Anatomie fonctionnelle du mouvement, de Blandine Calais-Germain. Voilà. Alors je ne sais plus à quelle édition il est celui-là, mais vous le retrouverez. Et il y a 2 tomes, tome 1 et tome 2. Et je le conseille vraiment, vraiment à tout le monde, tous qui ont des os, des muscles, de la viande, des systèmes nerveux, sanguins et lymphatiques, de se pencher un peu sur nos constituants. Et ça vous fera peut-être prendre conscience de la structure de votre corps et quelquefois des contraintes qu'on vous demande par les connaissances. Oui, tu penses qu'en tant que cavalier, il nous arrive de demander des choses à notre cheval qui sont anatomiquement impossibles. Oui, quelquefois. Alors, on va faire des demandes au niveau du cheval. Alors là, je vais profiter de parler d'un terme que j'en parlais hier soir dans une autre situation. C'était ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Alors, la même chose, hein, vous notez, injonction paradoxale. Injonction paradoxale, c'est en fin de compte demander à quelqu'un quelque chose, demander un mouvement par exemple, et en même temps en empêchant ce mouvement, inconsciemment quelquefois, en empêchant ce mouvement. Et ça crée une réponse d'incapacité. C'est-à-dire ça dévalorise complètement l'autre en lui disant mais je ne peux pas te donner cette réponse parce que quelque part tu m'empêches. Alors, dans l'anatomie fonctionnelle du mouvement, on comprend par exemple que je vais faire la représentation avec mon bras. Voilà. Vous savez, quand vous allez demander à votre cheval de se porter vers l'avant, de lui laisser passer le mouvement en avant, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Il va vouloir engager ses postérieurs sous la masse dans un premier temps. Ensuite, pour engager les postérieurs sous la masse, il va basculer son bassin. La bascule du bassin va lui faire remonter le sommet du dos pour que les groupes musculaires du dos vont s'étirer pour permettre la transmission du mouvement vers l'avant. Et ensuite, il va utiliser le balancier de son encolure pour s'équilibrer, se mettre en avant. C'est à ce moment-là, le cavalier, le moment où il demande le mouvement en avant, reste enfoncé dans sa selle, sans libérer et sans donner le mouvement dans son rein pour que la selle puisse bouger et soulager le dos du cheval, il est en train d'amener une contrainte paradoxale, c'est-à-dire opposée à ce qu'il est en train de demander au niveau du cheval, qui va empêcher le mouvement qu'il désire. Quand vous demandez à un cheval de se porter en avant, la première des choses, c'est lui soulager le dos et se grandir dans sa selle et porter son bassin vers l'avant pour inviter la colonne vertébrale à commencer à prendre ces mouvements de spire, ces mouvements un peu de serpent pour se mettre en mouvement. Et si vous êtes verrouillé avec 2 jambes fermées en même temps, et qui verrouillent et qui bloquent le cheval, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, après l'avoir équipé d'un corset qui lui bloque le bassin, les hanches et le dos, et en plus, si vous bloquez dans la tête, des fois qu'il avance pour mettre du frein, vous bloquez les rênes et l'encolure, c'est comme si vous mettiez quelqu'un dans un plâtre et vous dites maintenant, lève-toi et marche. C'est impossible. Et malgré tout ça, voilà, hein, c'est là qu'on voit des injonctions paradoxales qui peuvent être envoyées par méconnaissance du fonctionnement du cheval. Et je suppose qu'il faut avoir aussi une connaissance de son propre fonctionnement, parce que de la même manière, peut-être que améliorer la conscience qu'on a de notre propre corps va nous aider aussi à prendre conscience du corps de l'autre. Oui, tout à fait. Alors, là, je parlerai, le cheval est un être de proprioception.
Un cheval a une sensibilité épidermique, il ressent une mouche sur son corps. Et il a la capacité, il a des groupes musculaires qui sont un peu comme de la tôle ondulée, hein, l'épiderme et l'endoderme, qui sont des groupes musculaires sous la peau. C'est-à-dire, nous, on n'a pas cette capacité-là de bouger notre peau, d'agiter notre peau. Donc, ils sont très, très sensibles épidermiquement, parce qu'ils ont des groupes musculaires qui travaillent pour faire bouger une couche de peau au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'ils chassent les mouches. Et nous, on est assis, par exemple, sur cette partie-là. Vous faites une expérience, hein, vous prenez simplement, et pourtant, nous, on n'a pas ce système. Donc, lui, c'est un pilier x10. On appelait les brûlures indiennes, quand on était enfant, là, eh ben, on se prend et on frotte. Voilà, allez-y, on le fait tous ensemble et on frotte. Voilà, frottez pendant 5 minutes et regardez la douleur qui commence à se passer. Allez, voilà, déjà, je ne vais pas me faire mal en public. Donc, vous allez voir très rapidement que si votre mouvement n'est pas totalement calqué au cheval, vous êtes en train de l'agresser. Et encore une fois, je dis, le cheval, ce que nous, on ressent, lui, le ressent amplifié par 10 au niveau proprioceptivité du mouvement, au niveau de sensibilité du mouvement. Alors, on a beau acheter des tapis, acheter des trucs comme ça, des matelassures, prendre une selle qui protège bien, plutôt que ça, apprenez à vous mettre en mouvement. Apprenez à vous mettre en mouvement pour accompagner le mouvement du cheval à travers la selle. Je pense que de ce que je comprends et de ce que j'entends de tout ça, c'est finalement la première étape, c'est en effet d'avoir conscience de la biomécanique du cheval. Et pour tous les cavaliers propriétaires quelque part qui nous écoutent, construire aussi dans son démarrage de séance mettre en place un certain nombre d'exercices, d'actions qui vont peut-être échauffer le cheval dans le bon sens dès le démarrage. Quelque part, la pire des choses, c'est d'échauffer quelque chose qui fait mal, puisque si on commence par un mouvement qui fait mal, on crée une raideur qui va s'amplifier par le fait qu'on est froid quelque part. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil par rapport à ça, toi qui as quand même accompagné énormément d'élèves et aussi d'enseignants dans la construction de sa séance avec son cheval? Voilà, alors là je reviendrai, on parle d'échauffer un cheval. Alors, pourquoi échauffer? D'abord, il faut se comprendre pourquoi il faut échauffer des groupes musculaires et qu'est-ce que c'est que échauffer. Alors, échauffer, c'est considérer que c'était froid. Un cheval qui sort du box, qui a été enfermé 23 heures, c'est-à-dire la pire des maltraitances qu'on puisse offrir au niveau des chevaux, au-delà de ce qu'on fait, c'est le séparer de ses congénères et l'enfermer dans un box. C'est ce qu'on a inventé pour les hommes, c'est ce qu'on appelle la prison ou la cellule d'isolement. Hein. Même si on met la télévision ou de la bonne paille dans le box, ça sera toujours une sacrée punition. Le cheval s'est figé dans son mouvement, c'est-à-dire il n'a pas eu la liberté de fonctionner, de bouger dans tous les sens. Alors évidemment, les chevaux, là, quand ils sortent à ce niveau-là, ils ont envie de se défouler. Parce que sachez encore, les prisonniers, ils ont la chance, c'est qu'ils sortent 3 à 4 heures par jour dans une cour dans laquelle ils rencontrent les autres prisonniers. Le pire des jugements, pour les criminels et autres qui sont vraiment très très dangereux, c'est on les met en cellule d'isolement, c'est-à-dire ils ne rencontrent pas d'hommes. Ils rencontrent simplement leur gardien, qui vient leur amener à manger, qui vient changer les draps, c'est-à-dire comme le palefrenier. Hein. Et ensuite, ils le lâchent dans une petite courette pour le faire marcher. Moi, j'aime bien cette image du prisonnier. Et on l'isole des autres. Et il y a une violence chez lui qui démarre. Chez le cheval, cette violence, elle est amplifiée 10 fois. Mais je dis 10 parce que ça peut être 100. Alors, c'est ça. Et lâcher, détendre un cheval, ça on dit bien détendre un cheval, ça veut dire qu'il est tendu, ça veut dire qu'il est stressé. Des chevaux qui sortent du pré avec leurs congénères,
Ils ont marché toute la journée, ils ont bougé toute la journée, et un cheval en liberté qui vit toute la journée en liberté, il peut avoir, après avoir brouté, démarrer de pied ferme et partir au galop en coup de cul, de guetter, se mettre sur les postérieurs, faire des glissades, tout ça, il ne risque rien. Un cheval qui sort du box, c'est comme si, après avoir été enfermé dans un lit d'hôpital, on vous dit de partir faire du saut de haie. Évidemment, vous ne savez plus marcher, vous n'avez plus d'équilibre, vous ne percevez plus le mouvement. Donc, moi, je ne suis pas pour mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Je dis bien, hein, on dit aussi pisser dans un violon, c'est-à-dire faire des choses qui ne servent à rien. Je dirais d'arrêter cette violence inconsciente qu'on a en permanence au niveau des chevaux. Après, on se pose des questions, comment ça fonctionne, comment on peut plus les maîtriser. Et là, je peux parler de violence parce qu'aujourd'hui, on a eu des signes de dépassement de la violence chez les humains. Mais chez les humains, voilà, il y a une agression, il y a deux cultures qui s'affrontent et il y a une vengeance qui se passe d'un pays à l'autre. Mais c'est une colère qui existe comme ça chez l'homme quand il sent qu'il n'est pas respecté. Voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à la politique, mais si l'homme, déjà, dans sa relation avec le cheval, n'est pas conscient du respect qu'il doit amener aux chevaux jusqu'au bout, y compris sur le plan de son mode de vie, d'environnement, et sur sa manière de se comporter avec lui, on dit à un cheval d'avancer, de se porter en avant, et en même temps, avec la main, on est en train de le freiner et lui dire non, n'avance pas trop. On donne sans arrêt des doubles informations dans lesquelles le cheval n'est pas respecté, et en plus, on a un corps qui l'agresse. Chaque fois que vous sentez que vous êtes à cheval et que vous sentez un mouvement de votre cheval qui vient vous écraser, hein, ou les ischions bouger l'intérieur de la cuisse, sachez que vous êtes porté. Le cheval, il reçoit la même information, même à travers la selle et le tapis, mais il la reçoit avec votre poids. Il la reçoit avec votre poids. Et ça, c'est une souffrance qui lui est infligée en permanence. Et je pense qu'un cavalier doit connaître comment fonctionne le cheval sur le plan de l'anatomie pour avoir conscience, mais vraiment une conscience accrue du respect qu'il doit y avoir pour que ces deux corps fusionnent. Oui, créer. Et puis, j'ai aimé ce que tu disais la dernière fois sur le dialogue. Quelque part, quand tu envoies justement des injonctions paradoxales tout le temps à ton cheval, comment veux-tu créer un dialogue? À un moment, ça va que l'information est que dans un sens, le dialogue est coupé. On est en monologue, on n'est plus en dialogue. Donc, en effet, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Et le dialogue ne se passe pas sous forme, c'est même pas le dialogue. Dans le dialogue, il y a deux. Il faut plutôt essayer de chercher à cheval une fusion, une recherche de fusion, d'aller fuser ensemble dans le mouvement et une liberté par rapport au mouvement. Parce que la relation qu'on a au niveau du cheval, c'est une relation physique. C'est d'abord une relation physique. Quand vous êtes assis sur un cheval, c'est Jean-Claude Barré qui donnait cette image-là, vous êtes pour le cheval un bouquet de sensations. Prenez l'image, vous êtes un bouquet de sensations. Et le cheval va vous percevoir, il ne va pas vous imaginer, parce que l'imaginaire, pour lui, est irréalisable. Vous imaginez sur son dos, pour lui, c'est irréalisable. Il n'est pas porteur. Ce n'est pas un animal qui est porteur, qui porte ses enfants. C'est-à-dire, nous, on est rassuré quand on est porté, enfant, on est porté sur l'encolure de son père, comme ça, qui nous fait marcher. C'est d'ailleurs pour ça que le petit bout d'homme, quand il voit un cheval, il dit, ben moi aussi, je veux monter sur l'encolure de celui-là, de l'autre, du cheval. Pourquoi l'homme a envie de monter sur un cheval? Les singes ont envie de monter sur les chevaux. Les poules aussi, elles se montent une sur l'autre. Vous n'avez jamais vu, hein, la saillie, elles se montent une sur l'autre. Donc une poule, très naturellement, elle va monter sur un cheval, elle va se percher sur un cheval. Ça, c'est autre chose, c'est un oiseau de perche, donc elle va se percher.
Un singe, j'ai eu un petit singe qui, à peine il voyait les chevaux, il voulait monter dessus et il nous sautait dessus. Il montait sur tous les animaux. Ça, c'est normal. Les bipèdes se montent dessus. Et les chevaux, les chevaux, entre eux, vont se monter à quel moment? Pour le moment du combat et pour le moment de la reproduction. Et quand vous montez sur un cheval, pour lui, sensitivement, il ne peut pas vous imaginer sur son dos. Il va simplement vous ressentir. Et ces sensations, où elles vont participer, s'initier dans son système et dans son mouvement, ou elles vont être une agression. Ah, l'image est très bonne. Tout à l'heure, tu parlais de livres sur la biomécanique. Moi, j'en ai acheté deux qui sont très visuels et du coup qui m'ont beaucoup aidé. Il y en a un qui s'appelle La locomotion du cheval, qui est de Gillian Higgins. Et c'est une femme qui a dessiné à la peinture sur les chevaux tous les os, les muscles, les tendons, et qui a pris des photos, le cheval en mouvement. Et j'ai trouvé que c'était, donc il y a deux livres, il y a La locomotion du cheval et le deuxième s'appelle Anatomie du cheval et performance. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ces livres parce que moi, personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule femme à être comme ça, ça a un nom, hein, ça s'appelle être délatéralisée. Je ne connais pas ma droite et ma gauche. Donc, c'est quand même assez. C'est pas facile d'être comme ça, mais ça veut dire que j'ai une représentation de moi dans l'espace qui est difficile. Et donc, quand je suis à cheval, c'est encore plus difficile. Si on me dit va à droite, va à gauche, ta jambe droite, ta jambe gauche, ta main droite, ta main gauche, ça me demande une réflexion qui ne peut pas être possible. Il faut intégrer l'information très rapidement. Et grâce à ces livres, j'ai vu les choses, enfin j'ai ressenti les choses en les voyant. Et surtout dans le mouvement. Quand le cheval saute, quand le cheval dresse, quand le cheval est simplement et pas monté, elle a cet intérêt d'avoir tout dessiné. Tu connais ce livre? Oui, 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 je le connais et je le recommande pour ce chemin d'arriver à comprendre un peu le cheval en mouvement. Mais je reviens sur, c'est important de connaître le cheval, mais ce qui est important, c'est aussi de nous connaître, nous, dans notre squelette. Et après, c'est important de connaître le 1 du couple cheval-cavalier. Quand le cheval et le cavalier fonctionnent ensemble, accompagnent le mouvement. Alors déjà, une chose, on dit qu'on accompagne le mouvement du cheval. En réalité, le cavalier, quand il monte en selle. Ce qui l'accompagne, la réaction rigide de la selle qui, en elle-même, réagit au mouvement du cheval. Donc, il n'accompagne pas vraiment la locomotion du cheval, il accompagne la selle. C'est-à-dire qu'il y ait une partie rigide qui bouge et qui amplifie les mouvements du cheval. Je me rappelle quand j'étais enfant, on montait avec des selles françaises à arçon long et il y avait les selles anglaises et il y avait les selles allemandes. Et on disait, je vais monter en selle anglaise, je vais monter en selle allemande, je vais monter en selle française. Et quand on va monter, par exemple, en selle Camargue ou avec une selle texane, on ne va pas avoir le même mouvement, on ne va pas être imprimé du même mouvement au niveau du cheval. Et ça, on le voit, il y a des cavaliers qui sont très très bons cavaliers en monte, on dit, américaine, et qui, sur une selle anglaise, se sentent complètement fragilisés. Ce ne sont pas les mêmes attitudes, ce n'est pas le même fonctionnement. Chaque équitation doit s'adapter à sa selle. Moi, je parlerai d'une de mes pratiques, c'est le travail en selle anglaise. Après, je pourrais parler sur un autre sujet. J'ai pratiqué longtemps la voltige, qui permet au cavalier d'appréhender, de prendre toutes les attitudes corporelles et d'accompagner le mouvement du cheval, pas dans une, deux ou trois positions, comme assis, en équilibre et
est debout, mais qui va lui apprendre à prendre toutes les positions et accompagner le mouvement du cheval dans 36 attitudes différentes. Ce que je m'amusais à dire, c'est la voltige, c'est le Kama Sutra de l'équitation. 36 positions pour prendre du plaisir et accompagner et laisser passer le mouvement du cheval. En faisant des pratiques comme la voltige, le cavalier prend bien conscience que c'est son corps qui va devoir mobiliser avec le cheval pour lui garder son équilibre et maintenir l'équilibre et le fonctionnement du cheval. Oui, parce que ce qui est très important dans la voltige, justement, c'est cette régularité du cheval. Je pense que le mouvement, il n'est pas possible d'enchaîner des mouvements si on dégrade entre deux mouvements l'attitude du cheval. Oui, alors, si on empêche le mouvement de passer, tous les mouvements qui sont faits, même en voltige cosaque ou voltige en ligne droite, tous les mouvements sont faits dans le rythme avec le cheval et pas contre le cheval. Quand c'est bien fait, hein, ça peut être pratiqué à la yaou-yaou, mais contre le cheval, mais ça, là, ça devient une pratique dangereuse. Mais je reviendrai sur... alors, je préfère, je donne souvent l'image que monter à cheval, c'est accompagner une danse. Mais c'est une danse en corps à corps. C'est vraiment un corps à corps. C'est-à-dire, imaginez vraiment que vous êtes avec un partenaire et vous devez rentrer dans ses pas, rentrer dans son mouvement. Et est-ce que vous vous permettez, quand vous êtes en train de danser, par exemple, d'avoir un mouvement de bassin excessif qui vient tamponner votre cavalière? Bon, ça, on va le faire dans d'autres situations, hein, le jeu du bassin. Quand je vois des cavaliers assis, par exemple au trot assis, hein, fonctionner au trot assis, et ne pas utiliser, d'aller cirer, je les vois cirer le fond de leur selle avec les fesses, c'est-à-dire d'aller contre le mouvement de la selle, plutôt que laisser passer le mouvement de la selle. Une selle, alors je redonne l'image, voilà. Une selle, quand elle va, on a l'avant du cheval ici, hein, on a l'avant du cheval ici. Une selle, elle va basculer comme ça dans le mouvement. Elle va basculer comme ça. Donc le cavalier va être posé ici avec son bassin, et son bassin va devoir être solidaire de la selle. Voilà, il ne faut pas que le bassin, c'est-à-dire le cavalier va devoir s'appuyer sur les ischions et la zone du périnée. L'ischion, c'est le niveau des fesses. Voilà, les deux os qu'on sent le cheval, et la zone du périnée, c'est l'entrejambe. Voilà, entre les jambes. L'endroit où on se pose. Et on se pose sur ces trois petits points, une petite selle magique, comme ça, un petit triangle magique. On s'équilibre là-dessus. Et ce point-là d'équilibre doit rester permanent en train d'accompagner le mouvement d'arrière en avant, de droite, de gauche et de dos haut en bas du cheval. Et les jambes doivent se relâcher vers le bas, descendre dans les étriers, et comme il est dit dans tous les anciens écrits, les jambes portées par leur propre poids dans les étriers. C'est-à-dire dans les étriers, il y a le poids de chaque jambe. Un cavalier qui perd ses étriers, c'est un cavalier qui retient ses jambes à partir d'en haut, qui les retient, qui les retire, et qui va les faire porter au dos du cheval, alors qu'elles doivent être portées par les étriers, par l'intermédiaire des étrivières et de l'appui du couteau qui va répartir ses appuis sur les côtes du cheval et ne pas le faire porter sur le fond de la selle. C'est un cavalier qui ne sait pas s'équilibrer et porter le poids de ses jambes dans les étriers et toujours sur un poids égal droite-gauche, va toujours perturber son cheval dans le mouvement parce que le cheval va avoir des variations d'appui, il va avoir du poids qui monte et qui descend, des contretemps de droite et de gauche qui vont l'empêcher de s'équilibrer. La connaissance de l'anatomie fonctionnelle du mouvement du cheval combiné à celle du cavalier permet de prendre très tôt conscience de ça et d'aller avoir ce qu'on appelle une image, construire son schéma corporel. Ce que tu disais tout à l'heure, Claire, que tu avais ce problème de construction de ta droite et de ta gauche, c'est un travail de schéma corporel, de représentation. C'est une représentation, c'est-à-dire un retour d'information de ton corps dans l'espace. Si tu n'en as pas, si tu ne peux pas l'imaginer et le représenter,
Si tu ne peux pas le représenter, si tu ne peux pas le dessiner, ton corps, et le représenter, tu vas avoir beaucoup de difficultés à construire des mouvements. Oui, On voit oui, l'enfant. exactement. C'est d'ailleurs très, très compliqué. On dit qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres sur des sports, mais je fais partie des gens, justement, pour lesquels, finalement, l'équitation est compliquée à cause de ça, encore plus que quelqu'un. Enfin, que quelqu'un qui n'a pas ces problèmes. Et finalement, une des solutions, ça me demande encore plus de laisser aller finalement, parce que dès que ça passe dans l'intellect, je suis polluée par le fait que je ne vais pas y arriver. Alors que finalement, je vais presque dire les yeux bandés, j'y arriverai presque mieux qu'en ayant les yeux ouverts. Oui, alors, c'est des sujets larges. Hein. Je dis, il faudrait, c'est vraiment des heures et des heures de discussion qu'il faudrait avoir autour de ce sujet. Mais là, on parle du schéma corporel, par exemple, hein, du schéma corporel. Le schéma, c'est bien une représentation corporelle. Un enfant, au début, avec sa représentation et son agilité, se représente en homme bâton. C'est-à-dire, il met Oui. sa tête, il met un rond, et il met un trait pour son corps. Voilà. Et après, il se représente avec deux jambes. Il va représenter avec les bras. La tête et les cheveux, il les met à la verticale pour qu'on puisse les voir. Il les fait même pas retomber. Maman, elle a les cheveux qui retombent. Et maman, elle a un tablier, une robe. Hein, ça veut dire qu'elle travaille toujours à la cuisine. Et papa, on le voit avec une valise. C'est qu'il est toujours parti. Et on se donne ces représentations-là. Tout doucement, on va construire son schéma corporel. Et il y a schéma corporel et après l'orientation dans l'espace. Je vois quand je fais travailler des cavaliers en dressage, même à haut niveau, et je leur demande de travailler sur une volte de 10 mètres ou une serpentine avec des boucles qui doivent avoir un tracé précis. Et je leur propose d'abord un exercice, je leur dis vas-y fais-le à cheval, ils essaient de le faire à cheval, et ensuite je les fais descendre au sol et je dis maintenant tu vas me tracer au sol un cercle de 10 mètres. S'ils n'avaient pas le repère de la carrière, si je les mets dans une carrière, une grande carrière sans lisse ou quoi que ce soit, ils sont tout perdus. Ils vont me faire un cercle de 10 mètres qui en fait 15, qui en fait 12, qui en fait 6. Et ils me font un cercle, s'ils ne prennent pas leur repère, c'est la lettre E, ça ressemble, c'est de l'ovale, c'est de l'œuf, c'est à n'importe quelle forme. Ils ne savent pas se déplacer dans l'espace. C'est une histoire aussi d'orientation de mon corps dans l'espace et de comptage de connaissance du corps. Dessiner un rond sur une feuille parfait, déjà c'est un exercice à la main. Mais dessiner un rond parfait dans une carrière et en plus le faire de 10 mètres de cercle, c'est une performance. C'est une performance déjà de le dessiner simplement en suivant ce tracé à pied. Et on demande aux cavaliers en initiation de le faire avec un crayon qui est un cheval de 500 kilos. Bien sûr. De la difficulté. Et le prérequis, c'est faire travailler ce travail-là profond de connaissance de soi, connaissance de son corps et de l'usage de son corps. Pour connaître son outil, il faut en connaître les composants et savoir qu'est-ce qu'il est capable de réaliser. Et il faut l'aiguiser, il faut l'entretenir. Exactement. Quand je t'entends parler d'être à pied, justement, en fait, l'image que ça me renvoie, c'est pour les premiers concours hippiques que j'ai fait, c'était pas il y a si longtemps que ça, j'arrivais parfaitement à mémoriser le parcours à pied, mais une fois que j'étais à cheval, j'étais complètement perdue. Parce que au bout de 2, 3 obstacles, j'avais plus du tout les mêmes repères que lorsque j'étais à pied. Et c'est sûr que c'est un apprentissage. Alors, ceux finalement qui commencent l'équitation tôt, enfants, ont sûrement beaucoup plus de facilité à justement acquérir de façon peut-être même inconsciente la, la, la connaissance de leur corps, la conscience de leur corps dans l'espace, et puis la conscience de l'autre être aussi dans l'espace. C'est sûrement plus facile que quand on aborde tout ça de adulte. Je veux dire, quand on va passer le permis de conduire,
on passe le permis de conduire, il faut automobile, il faut arriver à gérer le volume de sa voiture, sa vitesse de déplacement et tout. C'est ça le problème, c'est pas appuyer sur les pédales et autres, c'est gérer l'espace que prend ma voiture dans l'espace. À quel endroit, en faisant des effets, je vais me déplacer, quelle place je vais prendre sur la route. C'est comme ça, on ne maîtrise pas ces parties-là. Et on demande à des gens de prendre de la mécanique en main alors qu'ils ont des données essentielles d'orientation dans le corps, de sensation, qu'ils n'ont pas développées. Et il faut travailler sur les prérequis. Et un cavalier, quand il monte sur un cheval, il s'imagine très très haut. Il s'imagine très haut. Mais un cavalier, il a les pieds à 1 mètre de hauteur. L'important, c'est la hauteur où sont les pieds. Mais si on demande à un cavalier de monter 1 mètre plus haut sur le dos d'un cheval sans s'équilibrer et s'ancrer dans ses pieds, mais lui, dans son corps, il va monter dans sa tête, donc il sera à 3 mètres de haut. Et passer de 0 altitude à 3 mètres de haut et s'équilibrer sans avoir aucun point d'appui, c'est impossible. C'est impossible. Oui, et ça fait très peur. Et c'est cette conscience-là de l'ancrage, ce que je parlais dans la dernière conférence, de sentir son ancrage dans le sol et qui est une sensation, qui est une écoute. Et ensuite monter à cheval et écouter son ancrage. Et ensuite mettre le cheval en mouvement et sentir que notre corps se porte librement en mouvement avec le cheval, sans l'empêcher, lui, de fonctionner, et en usant de notre corps totalement pour le faire fonctionner. On voit trop de cavaliers on envoie l'injonction au cavalier, tiens-toi droit, droit, le dos droit. Et quand vous dites à un cavalier, le dos, pour toi, où commence ton dos, où finit ton dos? Je vais dire, mon dos démarre en bas, juste au-dessus de mes fesses, et il se termine au niveau de la nuque. Voilà. Alors ça, c'est ton dos. Ça, c'est toute ta colonne vertébrale, c'est ton tronc. D'accord? Mais quand on dit à un cavalier, on lui donne l'injonction droit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, pour être droit, c'est rigide. Quelque chose de droit, c'est un piqué, c'est quelque chose de droit. Ça, c'est une injonction qu'on lui donne. On lui dit, tiens-toi droit. Alors que le cavalier, qu'est-ce qu'il doit tenir de droit? Son dos. Mais son dos anatomique. La zone dorsale. Le cavalier ne doit tenir droit et vertical que sa partie dorsale. Et ce qu'il faut qu'il libère au maximum, c'est toute sa zone lombaire. Il faut qu'il joue avec le bassin librement pour que son bassin puisse bouger droite, gauche, en haut, en bas, avec la selle, et pour ne pas lui empêcher de respirer et de s'équilibrer dans le mouvement. Voilà. Et il faut qu'il garde la tête au-dessus des épaules et regarder simplement à la verticale, à l'horizontale, dans le millefeuille à la hauteur où il est. Vous devez regarder, quand vous êtes à cheval, vous devez regarder à la hauteur de vos yeux. Vous ne devez pas baisser la tête. Parce que vous êtes devenu un individu qui regarde à 3 mètres de haut. Quand on conduit un poids lourd, moi qui conduis beaucoup le poids lourd avec les chevaux, c'est super, on a un point de vue beaucoup plus loin. On en profite. On en profite, c'est fait pour regarder loin de monter à cheval. Tout à fait. Voilà. Alors, en fait, je profite aussi de ce que tu dis pour annoncer la suite de cet entretien. D'abord, j'encourage tout le monde. Là, on a vraiment beaucoup de contenu. Il va falloir que tous on soit des cherchants et qu'on regarde. Donc, je vais mettre sous la vidéo et dans l'article les références aux livres dont tu as parlé. Et donc, tu m'as donné le lien vers la prochaine interview dans lequel tu vas nous présenter les avantages de la voltige, justement, pour notre travail avec notre cheval. Et je pense que toutes les choses vont se mettre en place, puisque par rapport à la conférence qu'on a eue la semaine dernière, quand tu étais en train de parler justement du cavalier droit, on voit tout l'intérêt des cubes représentés par un des piliers de l'équitation centrée,
puisque les cubes sont indépendants finalement, ou en tout cas posés les uns sur les autres, mais indépendants des uns des autres, c'est pas, on parle pas d'un bloc, on parle bien de cubes les uns sur les autres qui peuvent avoir un mouvement exactement, qui s'emboîtent et qui peuvent avoir un mouvement